Bon dimanche et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du monde pour cette autre édition de votre amphithéâtre dominical politiquement incorrect. Dans cette livraison de votre débat dominical, les mandats des gestionnaires de la fortune publique à la lumière de la note de recadrage du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, adressée au secrétariat général de la primature. Si la teneur de cette correspondance qui a été évoquée cette semaine dans la presse rappelle la prérogative exclusive du chef de l'État dans les actes de nomination aux emplois civils au Cameroun, la question de la durée du mandat de ces gestionnaires consacrés par les récents textes juridiques des entreprises publiques a tôt fait de relancer le débat sur la problématique du centralisme présidentiel à l'épreuve du droit. C'est le premier sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. En deuxième sujet, nous parlerons de la réclusion à perpétuité contre Sissekou Ayok et 9 de ses compagnons. Ainsi en a décidé le tribunal militaire de Yaoundé. Cette semaine, la presse a évoqué cette décision de justice, indiquant également le préjudice de 250 milliards de francs CFA à payer par ces accusés. Quel impact sur la crise en cours dans les régions en crise? On en parle donc en deuxième dorsale ce dimanche et nous tenterons également d'apprécier cette décision de la justice. Y a-t-il possibilité de recours? Quelques juristes sur le plateau nous donneront leur version des faits. Et puis en dernière dorsale, nous parlerons également de ce rappel à l'ordre du ministre Jean-Ernest Massimanga Lebibé qui a adressé une correspondance au directeur général de la Camerco qui avait décidé d'engager un redéploiement du personnel au sein de cette entreprise publique. Que pensez-vous de ce rappel à l'ordre du président du conseil d'administration d'une entreprise camerounaise qui pique du nez depuis 2011? C'est le troisième sujet inscrit à l'ordre du jour ce dimanche. 3 sujets et les invités qui ont bien accepté d'être avec nous. Le profil sera décliné après une courte pause. A tout de suite. Emmanuel Kounié, vous êtes expert financier, vous êtes également issu du Social Democratic Front, le parti du chairman John Frondi. Bon dimanche et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Bon dimanche Yves et merci de me convier à ce rendez-vous dominical. Je dis bonjour à mes copanélistes et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que nous allons pouvoir leur apporter des éléments qui vont éclairer leur lanterne pour ces sujets d'actualité et je suppose que nous serons, n'est-ce pas, à la hauteur de leurs attentes. Juste à côté de vous, on a le docteur Emmanuel Sonquin qui est là pour la réflexion scientifique. Il est chercheur en sciences politiques. Docteur Emmanuel Sonquin, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours pour moi un privilège de passer dans cette arène. Question de mieux éclairer les Camerounais sur la chose politique. Et je dis également bonjour à mes compatriotes de ce matin. Un panéliste dont les convictions politiques sont bien affirmées au sein de l'Union des populations du Cameroun, l'honorable Alphonse Sopor, nous a également rejoint ce dimanche. Honorable, bon dimanche. Bonjour Yves, merci de m'avoir invité. Bonjour à vos millions de téléspectateurs et bonjour à tous les copanélistes. Je rappelle qu'on devait avoir le mandataire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a été commis par le professeur Boyomo et qui n'a pas cru bon de se rendre à cette émission ce dimanche. Ce rappel est très important pour l'équilibre de ce plateau compte tenu de la structuration de la communication au sein du RDPC. Donc on fera sans. Et ce n'est pas de notre faute. Ouvrons donc le débat ce dimanche avec Emmanuel Kounié. L'actualité relative aux gestionnaires de la fortune publique. Je voudrais simplement rappeler que Jean-Pierre Kédi a finalement été débarqué de sa fonction de directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. Il avait d'ailleurs formulé dans cette démarche une doléance au ministre de tutelle, l'indiquant que son mandat était arrivé à échéance. Ce mandat de 9 ans suscite toujours autant de débats pour ce qui est des gestionnaires des entreprises publiques. Alors, est-ce qu'on peut comprendre dans le fond, qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème, c'est que nous avons un système qui
qui a en son sein des personnes, des personnalités qui sont généralement, ils ne sont pas en phase. On a l'impression que, n'est-ce pas, le système lui-même n'est pas bien organisé. Il y a beaucoup de cacophonie. Vous allez voir que il y a un décret de 2007, je crois, qui précise que c'est le Premier ministre qui doit pouvoir faire les propositions au chef de l'État. Mais le secrétaire général à la présidence a fait prévaloir l'article de la Constitution qui précise que le chef de l'État nomme aux fonctions civiles et militaires et que lui, il était la principale plume du chef de l'État et que le Premier ministre ne devait pas être la personne indiquée. Tout cela nous reflète, nous transmet la cacophonie gouvernementale, puisque c'est dans tous les domaines, c'est plus ou moins ça. Et je pense que le DG qui a été remplacé l'a été tout simplement parce que lui-même a pris sur lui, n'est-ce pas, de faire remarquer qu'il y a un texte qui dit que 9 ans après, on ne devrait plus continuer à officier à la tête d'une structure. Et puis, l'autorité compétente a considéré que, étant donné que lui, il était pratiquement désistant, il n'était plus en mesure, n'est-ce pas, de faire le travail. Mais il faut noter que c'est très embêtant parce que même 9 ans, c'est beaucoup à la tête d'une société d'État. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des gestionnaires, ce sont des administrateurs. Ils administrent les entreprises. Une entreprise ne s'administre pas, elle se gère. Et pour gérer une entreprise, il faut un gestionnaire, il faut un entrepreneur. Hein. Et un entrepreneur, la première chose, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui a la capacité d'anticiper sur les événements conjoncturels pour permettre à son entreprise, n'est-ce pas, de produire des résultats. Mais ce n'est pas le cas. Les gens sont là. Généralement, ils sortent de l'école d'administration et ils ont appris à administrer. Ils viennent administrer les entreprises et ces entreprises ne sont pas performantes. Il n'y a pas une seule qui soit vraiment performante pour la simple raison. Et nous en avons plus d'une centaine d'entreprises dans le portefeuille de l'État, ce qui fait que c'est l'un des facteurs qui amène, n'est-ce pas, notre produit intérieur brut, notre économie, qui tire notre économie vers le bas. Donc tout cela est à revoir et je pense que ce système qui est arrivé au bout du rouleau n'est pas prêt, n'est-ce pas, à faire quelques innovations, quelques révolutions. Alphonse Sopo, sur la question du mandat des présidents de conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint, on se souvient que les récents textes qui ont été rendus publics par le chef de l'État fixaient à 9 ans la durée du mandat de ces derniers. Pour la plupart, cette durée est arrivée à échéance. Comment vous comprenez le rappel à l'ordre du secrétaire général à la présidence de la République qui tenait absolument à ce que le Premier ministre et les autres collaborateurs comprennent que seul le chef de l'État a la faculté de pouvoir nommer à ces emplois-là et que jusqu'à nouvel avis, il fallait donc attendre cette décision du président de la République. Cela vous paraît cohérent au regard de la loi? Au regard de la loi, oui. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de rappeler que dans un pays tel que le nôtre, l'État est le plus gros employeur. C'était dans les pays sous-développés. Sous-développé veut dire que absence de capitaux. Si vous n'avez pas de capitaux, au lieu de toujours faire appel aux investisseurs étrangers qui ne viendront que vous laisser des miettes, l'État doit prendre le relais. Et c'est pourquoi vous avez vu que l'État a mis sur pied plusieurs structures qui en réalité devraient remplir cette fonction d'entrepreneur, dont l'État est le principal entrepreneur dans un pays tel que le nôtre. Deuxième volet, vous savez, tout le monde peut démissionner. Tout le monde peut démissionner. Hein. C'est on ne vous empêche pas de démissionner. Mais n'allez pas évoquer une loi qui en réalité ne répond en rien dans ces structures. Sur un plateau de l'un de vos confrères, j'avais dit que cette loi est mauvaise. Et qu'il fallait absolument la relire. Vous êtes libre de démissionner. Mais ne venez pas dire que, comme j'ai déjà mis 9 ans, et il y a une loi qui dit que vous ne devez pas mettre plus de 9 ans, moi je m'en vais. Attendez, vous avez été là quand même pendant 9 ans. Votre bilan, c'est quoi? Quel est votre rapport que vous laissez donc, puisque vous démissionnez? Vous n'évoquez rien d'autre que la loi. La loi. Et vous dites que cette loi m'empêche de continuer. Non. Et vous oubliez, effectivement, c'est là où on revient à l'ossature maintenant. C'est le président de la République qui vous a nommé. Et si vous démissionnez, mais vous écrivez au président de la République, puisque c'est lui qui vous a nommé.
Vous n'allez pas écrire à un ministre de tutelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous n'écrivez pas à un ministre de tutelle. Vous écrivez au président de la République, puisque c'est lui qui vous a nommé. Donc vous ne pouvez pas évoquer une loi, évoquer autre chose, mais ne dites pas que non, la loi là ne me permet plus de continuer. La loi ne vous a même pas permis d'être là. C'est le président de la République qui vous a nommé. Donc vous voyez, cette loi, elle est mauvaise. Troisième chose, quand la loi va limiter la durée du mandat, mais on oublie qu'il s'agit d'un Camerounais qui doit faire carrière. Il est là pour faire carrière. Il n'est pas là pour qu'on stoppe sa carrière à un niveau, soi-disant, il y a une loi qui vous empêche de continuer votre carrière, il y a une loi qui vous empêche de faire carrière. Vous voyez, cette loi, je ne sais pas si on l'a relue. Si on me nomme aujourd'hui à un poste de directeur, c'est parce que je fais carrière. Imaginez un enfant qui a 37 ans. Vous le nommez aujourd'hui directeur général. 9 ans après, vous lui dites la loi vous interdit de continuer. Vous avez cassé sa carrière. Qu'est-ce que vous lui réservez par la suite? Qu'est-ce que vous lui réservez par la suite? Mais vous brisez sa carrière. Et quelle est cette loi qui est là pour briser les carrières des gens? Donc vous voyez que cette loi, quand on va bien l'analyser, cette loi n'avait même pas de raison d'être. C'est pas comme ça qu'il fallait l'écrire. Quatrième, oui, si vous permettez, allez-y, tout à fait. Quatrième volet de cette loi, et heureusement que vous avez mis le problème Camerco à la fin, c'est juste une image, le problème Camerco. Mais cette loi crée des problèmes. J'avais dit que cette loi, c'est une loi qui va créer une dualité entre le président du conseil d'administration et le directeur général. C'est cette loi, c'est comme ça qu'elle est conçue. Vous ne pouvez pas faire autrement. Dans les pays bien assis, et vous verrez qu'une compagnie telle que la Camerco est gérée par un président directeur général. Vous savez combien d'années le président directeur général de Total a déjà mis en France? Vous savez combien d'années il a déjà mis? Et chez nous, on vous dit, vous commencez une carrière, 9 ans. Non, mettez-vous de côté. Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il faut revoir cette loi. Il faut absolument la revoir. Parce que cette loi-là, elle ne répond en rien. Elle ne favorise même pas l'expansion d'une carrière. Donc ça ne sert à rien. Docteur Emmanuel Sonkin, la Constitution du Cameroun prévoit effectivement dans ses dispositions que ce soit le chef de l'État qui nomme aux emplois civils et militaires. Les juristes ont au fait de dire que dans le cadre de la nomination des directeurs généraux, c'est bel et bien le président de la République qui détient les clés. Il y a également cette disposition du décret de 2017, je voudrais qu'on en parle très clairement, qui fixe la durée du mandat de ces gestionnaires-là. Est-ce que cette loi est mauvaise? Comme le dit l'honorable Sopho. J'ai écouté avec appétit l'honorable qui essayait de démontrer un certain nombre de choses. Mais à mon avis, la question est déjà, ce qui se pose, c'est sur la forme de ces entreprises. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la durée au poste, on recherche la performance. Parce que quand vous voyez des entreprises comme Areva, par exemple, sans publicité, c'est vrai, ce sont des entreprises qui sont nationales, mais qui ont pu devenir multinationales. Donc, elles ont commencé à la base nationale pour devenir plus tard multinationales. Parce que l'objectif avec lequel on a créé ces entreprises, c'est la performance. Et ceci m'amène à me questionner davantage. Quand vous donnez 9 ans à quelqu'un, vous recherchez quoi au juste? Est-ce que vous recherchez une durée pour essayer de maintenir une forme d'équilibre national ou d'essayer de maintenir sa carrière? Ou alors vous êtes fixé dans l'objectif de travailler dans la mesure où vous recherchez une performance. Donc moi, en général, cette affaire d'entreprise d'État, d'entreprise parapublique, c'est la forme qui me pose beaucoup plus de problèmes. Parce que la plupart du temps, bon, je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais est-ce qu'il y a une évaluation? Est-ce qu'il y a une certaine expertise? Est-ce qu'il y a une certaine compétence? Parce que c'est des entreprises que, une fois qu'on va intégrer un certain nombre de paramètres, ce sont des entreprises qui peuvent être performantes. N'oubliez pas que les entreprises d'État ont 3 missions. La première mission, qui est celle de
maintenir un certain nombre de tarifs sur un certain nombre de produits. Deuxième mission qui essaie de réguler un secteur d'activité pour que ce secteur ne soit pas entre les mains d'une catégorie de personnes. Et la troisième personne garantit un service public. Donc, quand on est donc dans ces trois objectifs-là, on doit intégrer aussi la nécessité de performance. Pourquoi certains d'arrêt ne pourraient pas se retrouver à des prix extrêmement plus bas? Parce que à un niveau donné, les différentes personnes, comme le disait mon copanaliste, se sont focalisées juste sur l'administration. Je me suis amusé il y a des années à regarder le capital d'une entreprise d'État. Mais vous vous rendez compte que le capital social de cette entreprise a augmenté quand on a commencé à la privatiser. Est-ce que cette entreprise n'arrivait pas à faire des bénéfices tout le temps où elle était dirigée par des nationaux? Ou alors, cette entreprise faisait des bénéfices et où allaient ces bénéfices? Donc, on est en droit à se poser la question, est-ce que le tout, c'est de rester dans une continuité ou est-ce qu'il n'est pas nécessaire, au regard des problèmes que le pays rencontre, d'orienter ces entreprises vers la performance? J'ai essayé de fouiller pour essayer de me renseigner si une entreprise est même certifiée, parce qu'on a plusieurs entreprises de certification en management, en gestion. Bon, je n'ai pas vu grand-chose. Peut-être qu'ils pourront démontrer le contraire. Emmanuel, je rappelle à la réalisation qu'il faudrait également songer à afficher le code d'accès pour les réactions de nos téléspectateurs. Emmanuel Kounié, sur finalement la question de la performance, je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu spécifiquement sur les entreprises détenues à 100% par le gouvernement de la République. Est-ce que le conseil d'administration dans une telle entité peut constater la vacance du directeur général, par exemple, ou la vacance à cette fonction avec la loi de 2017 qui précise la durée de 9 ans et procéder à une nomination par intérim? Cela est possible ou faisable? Mais justement, les lois se contredisent. Et c'est pour cela que nous avons dit tout à l'heure que le secrétaire général a précisé que c'est le chef de l'État qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Si elle constate qu'il doit proposer, le secrétaire général, dans sa correspondance, le disant, voudrait dire au Premier ministre que c'est lui, en tant que secrétaire général, qui doit pouvoir être la principale personne à agir dans ce contexte, nonobstant le fait que la loi a donné cette prérogative au Premier ministre. D'ailleurs, il voudrait nous faire croire que cette loi est en contradiction avec la Constitution. Alors ça pose des problèmes. Et puis ces conseils d'administration, dès lors que, quand vous voyez ces conseils d'administration, généralement, quand on y va, on a déjà la recommandation du président de la République, mais on vous dira que le conseil d'administration a décidé ceci, cela. L'État étant actionnaire uni ou actionnaire majoritaire, il maquille ça, c'est des petits coups de rabot pour nous faire croire que les choses sont conformes à ceci ou à cela. Mais je pense que ça ne peut pas donner grand-chose parce que ce n'est pas du solide. Et puis je vais vous dire, si l'État est le principal entrepreneur, Actionnaire, et le principal actionnaire, ou bien si l'État, parce que l'honorable Sopo a dit que l'État était le principal employeur. Non, le plus gros employeur. Si l'État est le plus gros employeur dans une économie, la tendance doit être de faire en sorte que, à un moment donné, progressivement, que l'État cesse d'être le plus gros employeur. Parce que nous avons assisté à un séminaire dernièrement, enfin c'est pas un séminaire, c'était une réunion à l'hôtel Sawa, où le ministre du Plan, dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, dans le cadre de la deuxième phase, document qui va commencer le 1er janvier 2020, ayant constaté que la première phase, nonobstant, malgré les multiples plans d'urgence pour le septentrion, plan d'urgence jeune, plan d'urgence pour l'accélération de croissance, ils n'ont pas réussi, n'est-ce pas, à atteindre les objectifs prévus, et que le taux de croissance, selon lui, est à 4,2%, alors que c'était prévu que pour atteindre l'émergence en 2035, il fallait qu'on ait un taux de croissance soutenu pendant 5 ans de 5,5%. Ayant constaté donc qu'ils n'ont pas pu, encore que ce taux de croissance de 4,2%, c'est pas vrai, c'est 3,8% en réalité. Ayant constaté cela, alors le thème du séminaire était comment faire pour faire en sorte que le secteur privé devient le moteur principal de la croissance et de la transformation structurelle de la seconde phase de la vision 2035. Donc même l'État comprend que le fait de s'accaparer, de voir se transformer en principal entrepreneur à l'intérieur de la République, tire le pays vers le bas. Parce que l'État a trois rôles en réalité. On est dans un État sous-développé. Et pour faire comprendre à Honorable Sopo, je voudrais lui dire qu'en l'an 2000, au Nigeria, le président Obasanjo
a pris sur lui de fabriquer 50 milliardaires. Il a appelé des gens, Dangote y compris, il y a d'autres personnes dans tous les secteurs, il a appelé une dizaine, une cinquantaine d'entrepreneurs pour pouvoir mettre à disposition des moyens afin qu'il a négocié avec la Banque centrale, etc. Pour que les banques centrales, pour qu'on leur donne des moyens pour leur permettre et les accompagne, que le réacteur joue son rôle de régulateur, d'accompagnateur, de facilitateur, pour leur permettre, n'est-ce pas, de devenir les champions nationaux. C'est ce qui a boosté, n'est-ce pas, l'économie gérante que nous admirons aujourd'hui, parce que l'État a compris que c'est le secteur privé qui doit pouvoir porter tout cela. Donc tout ce tralala-là, que le ministre, que le secrétaire général et le ministre, le premier ministre et tout ça, ils font, c'est du verbiage qui tire l'économie vers le bas. Et le ministre du Plan l'a compris, et il pose le problème dans cette réunion, mais lui-même posant le problème, ne voit pas clairement comment on va y arriver. Il pose le problème comme il pense pouvoir poser, mais on sort de cette réunion avec des gens qui sont plutôt en train de dire que oui, vous gérez mal. On n'a jamais vu dans un pays où c'est les entreprises qui demandent l'argent de l'impôt à l'État, puisque l'État perçoit les TVA d'avance et refuse de reverser, et les entreprises courent derrière l'État pour demander de reverser notre crédit de TVA à l'État ne reverse pas. C'est du n'importe quoi. Donc nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous asseoir quelque part et faire comment dirais-je, auditer le Cameroun, parce que ce qui se passe aujourd'hui ne peut pas nous permettre de faire un pas en avant. L'histoire des sociétés d'État, ça dit que c'est un grain de sable dans un panier de merde. Personne ne voit clair économiquement dans notre pays. Alphonse Sopor, nous parlions du constat de la vacance dans ces entreprises-là. D'accord, le chef de l'État dans les entreprises où l'État unique actionnaire, parce qu'il faut dire que cette disposition n'est pas valable pour les entreprises à économie mixte. Je crois que si j'ai une bonne mémoire, ces entreprises sont régies par le droit OHADA et donc le fonctionnement ne se réfère pas nécessairement à la disposition du décret de 2017, mais les entreprises qui nous intéressent aujourd'hui sont finalement celles dans lesquelles l'État est actionnaire majoritaire et donc pilote le conseil d'administration et peut effectivement faire des suggestions de nomination. Dans ce contexte-là, lorsqu'un directeur général a passé 9 ans, le président doit procéder à la nomination d'un nouveau directeur. Ce n'est pas le cas. Le président du conseil d'administration a-t-il ou doit-il en réalité constater la fin du mandat du directeur général et procéder à une nomination intérimaire juste pour la gestion des affaires courantes? Est-ce possible? Vous me plongez dans une question qui m'amène à ne pas donner certains arguments sur ce que je viens de dire. Le président du conseil d'administration est lui-même nommé par le président de la République. Il n'a aucun pouvoir de nomination. Ça, il faut qu'on se le dise. Le président du conseil d'administration n'a aucun pouvoir de nomination, puisque lui-même est nommé par le président de la République. Donc il est là, il est au même rang que le directeur général, qui attend aussi que ce soit le chef de l'État qui le démette de sa fonction. Donc lui, il ne peut même pas, si vous voulez, débarquer le directeur général adjoint, qui lui-même aussi est nommé par le président de la République. Puisque ça fait partie des emplois civils. Donc vous comprenez pourquoi cette loi est mauvaise. C'est pourquoi elle est mauvaise. On ne peut pas calquer ce type de loi sur le modèle, si vous voulez, des sociétés privées. On ne peut pas. On ne peut pas parce que dans une société privée, le directeur général est l'homme du président du conseil d'administration, dans ce sens qu'il est proposé par le conseil d'administration et nommé par lui. Vous comprenez la nuance? Le directeur général émane du conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui siège et qui nomme un directeur général et lui fixe des objectifs dans une structure privée. Donc, vous ne pouvez pas les comparer. Ici, nous sommes dans une entreprise d'État qui, en réalité, est assujettie à la performance. Parce que l'objectif du service public, ou bien l'obligation du service public qu'il a évoqué tout à l'heure, l'amène à tout moment à revoir ses stratégies dont il est soumis à la performance. Et ça, je crois, quand on dit société d'État,
puisque l'État est le seul actionnaire, on voit seulement société d'État, ça veut dire qu'on y va pour remplir les 9 années. Après les 9 années, vous en ressortez, vous dites, moi je ne peux plus. Non, vous avez un contrat de performance dès qu'on vous nomme, même s'il n'est pas écrit. Vous êtes un gestionnaire, on vous confie une structure. Mais vous savez que cette structure, elle est là pourquoi? Parce que l'État doit assurer, si vous voulez, le fonctionnement de certains secteurs d'activité. Je vous prends le cas des télécommunications. Regardez ce que c'est devenu chez nous. Parce que justement, tout le monde a dit privatiser, privatiser, privatiser. Non! Les télécommunications, c'est un secteur stratégique et qui doit être contrôlé par l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui met en place des structures commerciales, industrielles, qui vous assurent le contrôle des télécommunications. Regardez le temps. Mais nous avons ici, sans publicité, une entreprise Orange qui appartient aux télécommunications françaises. Ce sont les PTT, entreprises d'État. D'État, justement. Qui créent donc, comme il a dit, qu'il y a des ramifications à l'extérieur. Qu'est-ce qui nous empêche, à nous, sociétés d'État, nos dirigeants qu'on y met, qu'est-ce qui nous empêche? Mais vous allez voir que les budgets sont partis dans les séminaires, qui ne rapportent rien. Tout le temps, on est en séminaire, Qu'est-ce qu'on veut apprendre? Je ne sais pas ce qu'on veut apprendre. On vous a nommé parce que vous aviez une capacité. Donc, pour dire à Koudien que, attention, l'État là, société à 100%, mais il y a un autre type de société d'État que vous avez évoqué. Société d'économie. Voilà. Donc, l'État à 100%, il y a un contrat de performance. Il y a un contrat de performance. Si vous-même, maintenant, dans votre incapacité, vous n'avez pas pu mettre en place un contrat de performance, c'est-à-dire changer la donne, mais ne venez pas dire que j'ai déjà passé 9 années, il faut que je parte parce que la loi m'oblige. Qu'avez-vous fait? Vous avez des comptes à rendre. Vous avez des comptes à rendre. Ce n'est pas aussi simpliste. Qu'avez-vous fait donc pendant ces 9 années? Il faudrait qu'on sache. Est-ce que le secteur de l'électricité, pour ne prendre que celui-là, est-ce que vous avez réussi à le rendre performant? C'est de ça qu'il s'agit. Comment pouvez-vous nous dire que nous sommes autonomes dans ce secteur? Nous avons été autonomes pendant des années, mais même le moindre interrupteur, il est commandé de l'extérieur. C'est ça, cette société d'État qui doit avoir des ramifications pour que son secteur prenne de l'importance et que son secteur assure l'économie. Le DSE, depuis le début, même quand c'était encore lui, Paul Motazé, qui l'a inventé, j'ai dit que ce n'est pas un document qui peut nous amener à la croissance. Ce n'est pas possible. Ce document-là, il est mal fait. Il a encore su des vieux paradigmes qu'il faut changer aujourd'hui. Et personne ne veut les changer. Tout le monde dit, oui, le capital, la société privée, etc., etc. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de capitaux. C'est d'abord le premier problème qu'il faut voir. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas de capitaux. Le président Biya a formé des milliardaires. Pour revenir à ce que tu as dit, s'agissant du Nigeria, le président Biya a formé des milliardaires. Tous les milliardaires qu'on nous présente aujourd'hui, ils partent d'où? Mais c'est le président Biya qui les a formés. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs, tous ces milliardaires qu'on nous présente aujourd'hui. Souaïdo, vous aviez un milliardaire. Quand le président Biya prenait ses fonctions en 82, est-ce qu'il y avait le nom d'un milliardaire? Il y avait les noms des gens qui se débrouillaient dans l'industrie. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a formé ces milliardaires. Si ces milliardaires, effectivement, le président Biya lui-même n'a pas compris que c'est lui qui les a formés et il doit les orienter dans une action, vous comprendrez que si vous importez du poisson pendant 50 ans dans un pays, vous êtes milliardaire, vous restez là-dedans, vous n'allez pas dire que vous développez l'économie. Tout à fait. Docteur Emmanuel Sonkin, qu'est-ce qu'on peut parfaire dans la loi actuelle, à votre avis? Bon, avant de revenir sur ce qu'on peut parfaire sur la loi, il faut d'abord comprendre l'esprit de ce que je vais appeler l'esprit de la loi. Parce que ce n'est pas en vain que le directeur général est nommé et le président du conseil d'administration est nommé. Et quand j'observe, je fais une analyse simple. On veut établir un contrepoids et on veut établir un système de contrôle. Parce qu'on sait que si le président du conseil d'administration et le directeur général sont de connivence, ça laisse une certaine... on lâche du lest
Du coup, l'autorité qui nomme, comme il a la manie de toujours tout vouloir contrôler, ce qui n'est pas mauvais, mais en matière commerciale, en matière de capitalisme, on laisse les gens s'exprimer pour pouvoir atteindre le seuil de performance. Donc, s'il faut revenir à la question qui est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut réellement, rappelez-moi un peu la question. Parfait. Dans la loi de 2017 qui fixe le mandat, la durée du mandat. Premièrement, il faut établir des performances, des objectifs clairs, des objectifs visibles, quantifiables. Quand je parcourais un peu, on disait, ok, les sociétés d'État sont tenues de publier une fois par an leurs actifs et leurs dettes dans un journal. Ça nous renseigne concrètement sur quoi? Mais si on essaye, par exemple, de nous dire, bon, leur objectif, c'est de développer... on parlait tout à l'heure de l'énergie électrique. Mais on a l'impression que depuis qu'un national a quitté la tête de cette entreprise, la distribution d'électricité est de moins en moins satisfaisante. Si je ne me trompe pas, juste après son départ, on a sombré dans les vagues de délestage et de tout ce qui va avec. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à en sortir. Donc, une fois qu'on aurait donné des objectifs clairs, que le peuple pourra, à un moment donné, parce que le peuple, c'est lui qui joue tout le rôle de la démocratie. Et au Cameroun, on fait tout et tout pour que le peuple n'ait pas suffisamment accès à l'information. Donc, donner des directives claires et laisser à peu près les gens qu'on nomme travailler comme il se doit, en mettant des lois suffisamment flexibles pour les permettre de travailler. Emmanuel Kounié, on va sortir avec vous sur ce sujet avant d'aborder la deuxième thématique. On parle du saut qualitatif. Comment on effectue, et ça c'est l'expert financier que je voudrais avoir sur la question, comment on peut effectuer un saut qualitatif effectivement pour rendre une entreprise viable? Parce que la viabilité est aussi finalement l'une des problématiques au cœur de ces mutations à la tête des entreprises publiques au Cameroun. Il faudrait justement qu'on réfléchisse pour une restructuration. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des transformations structurelles pour permettre à la société, n'est-ce pas, de faire un bond. Si on reste dans le train-train, on ne pourra pas y arriver. Et ça, votre question me permet de dire à l'honorable Sopo, le président Biya, en son temps, il y a eu des milliardaires, mais il n'a pas formé des milliardaires. Voilà comment les milliardaires dont je parlais au Nigeria en 2000 ont été formés. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, peut-être qu'ils étaient des milliardaires même déjà, mais ce qui est vrai, c'est que c'était des gens qui achetaient et vendaient. Comme il a parlé de quelqu'un qui importe du poisson, il vend, il a le milliard. L'État ne peut pas dire que c'est grâce à lui que celui-là est milliardaire, parce qu'il faut une politique. Parce que quand, par exemple, je prends le cas de Dangote, Dangote importait du ciment, du sucre, etc., il vendait. Et puis, l'État s'est rendu compte que lui maîtrisait le circuit de distribution. Et l'État lui a dit, bon, ok, nous ne voulons plus les importations massives. On va donc te soutenir, prenons le cas du ciment, on va donc te soutenir pour que tu crées une entreprise de ciment. On va te soutenir, la Banque centrale et les banques vont te donner des moyens pour créer une entreprise, les moyens, bien sûr, pour ce financement, ça veut dire que la récupération de coûts aura lieu. Pour créer une entreprise, et si tu importes 100% du ciment pour vendre, la première année, tu vas importer 75%. Donc tu dois t'arranger pour produire 25%. La deuxième année, tu importes 50%. Et à la quatrième année, tu dois arrêter les importations. Ça, c'était le cahier de charge. Et justement, non pas seulement l'État donne, mais l'État joue son rôle de régulateur, de facilitateur, d'accompagnateur, et veille à ce qu'au terme de 4 ans, et on s'est même rendu compte qu'avant 4 ans, il arrivait à ravitailler le marché national. Et rapidement, il s'est mis à vouloir s'installer dans les autres pays. Ça a créé des emplois, ça a créé la croissance inclusive à l'intérieur du pays, etc. Ça fait que le pays... Voilà comment on crée des milliardaires. Il ne s'agit pas de voir que le président Biya crée des milliardaires parce que les gens commencent à importer, machin, tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de suivre les entreprises, de les amener à créer, un seuil de maturité. à créer des emplois également, et puis la richesse, et qu'ils deviennent des milliardaires, et que des salaires soient distribués, et que ça permet, n'est-ce pas, aux plus démunis de pouvoir améliorer leurs conditions d'existence. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit chez nous. Donc il faut une politique économique de création des milliardaires qui permet d'avoir des champions nationaux, qui sont forts à l'intérieur, qui peuvent s'étendre à l'étranger. Et puis, pour le faire, il faut s'appuyer justement sur ceux qui sont en train de faire ce bail qui achètent et qui vendent, parce qu'ils maîtrisent déjà le circuit de distribution. Parce que s'ils ne maîtrisent pas le circuit de distribution, si vous choisissez un entrepreneur comme ça, nouveau, qui a un projet dans le sac, vous lui dites, bon, on va te faire de toi un milliardaire, comme on a fait en d'autres temps au Cameroun, ce qui est certain, c'est qu'il va peut-être même produire,
mais il risque de ne pas vendre, et puis ça risque d'être quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que le cycle de distribution est contrôlé par d'autres personnes. Donc c'est toute une politique qu'il faut mettre en place pour espérer faire un bond qualitatif vers l'avant. Je voudrais évacuer quelques SMS avec votre permission. Celui qui m'envoie le SMS sur Albert Elim Bilobert, il n'est pas sur mon plateau ce dimanche. Bonjour à tout le panel. Je tiens à dire à M. X que faire 9 ans à la tête d'une entreprise étatique et démissionner, c'est pas briser une carrière. Il peut démissionner pour faire autre chose. Il faut tuer l'ADN du monopole de la gestion du pouvoir quand les résultats ne suivent pas. Je pense qu'il a du courage. C'est James de Douala, je crois que c'est en rapport avec la démission de Jean-Pierre Kédi, qui a été le premier à indiquer qu'il souhaitait quitter cette fonction au bout de 9 ans à l'Arcel. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, si le mandat d'un poste a une durée, j'ai du mal à lire, futur, qui celui... Alors vraiment... mon cher fidèle depuis Bonaberry, veuillez réécrire. Je me ferai le plaisir de rendre cela public. On doit éviter de limiter les mandats dans le temps et avoir plutôt un niveau d'obligation des résultats. Ici au Cameroun, on donne 9 ans aux directeurs généraux et leur salaire dépend du budget qu'ils gèrent. Votre message n'est pas allé jusqu'au bout. On va donc prendre sans transition la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche et on va commencer avec l'honorable Alphonse Sopor. Le tribunal militaire de Yaoundé a donc tranché dans le cadre de l'affaire Sisseko Ayouk. Une peine à perpétuité a donc été prononcée à la suite d'une audience qui a débuté le lundi et s'est achevée aux premières heures de mardi de cette semaine. Le président de l'État virtuel en Bazonie écope donc de cette sentence lourde, cette peine à perpétuité assortie d'une amende de 250 milliards de francs CFA. Votre première réaction à la suite de cette décision, est-ce que c'est une décision qui pourrait crisper davantage la situation dans les régions en crise? Moi, ce que je constate, d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis allé à un tribunal français un jour. Suivez-vous comme ça les débats. Et il y avait un Portugais, à l'époque le Portugal n'était pas encore dans le marché commun. Il y avait un Portugais qui était là-bas pour avoir volé. Et le juge ce jour a dit, quand un Français vole, c'est grave. Mais quand un étranger vient voler en France, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Je constate que voilà un Ambazonien, donc pas un Camerounais, qui vient au Cameroun et crée de la zizanie. Il y a des morts, des déplacés, etc., etc. Et même devant ce tribunal camerounais, il se réclame n'être qu'un étranger. Mais après avoir créé tout ce qu'il a créé au Cameroun. Je me souviens, dans une de ses vidéos de présentation, il est sorti avec 2 aides de camp armés. 2 aides de camp armés. Il descend. Et il dit que lui, il est prêt à mourir pour son Ambazonie. Donc ce n'est pas un Camerounais. Nous ne sommes pas en face d'un Camerounais. Le tribunal militaire, c'est vrai que je n'ai même pas le droit d'interpréter la décision du tribunal, mais je dis, nous perdons du temps à discuter d'un étranger qui est venu chez nous, créer tout ce qu'il a créé et qui demande la liberté. Et je me souviens encore, lorsque le Premier ministre John Boutet est passé dans cette partie du pays pour dire que nous sommes prêts au dialogue, c'est lui, le même Ayouk Tabé l'ambazonien, qui a encore fixé l'organisation de ce dialogue, comment il doit se faire, où il doit se tenir et qui doit l'organiser. C'est lui, le même Ayouk Tabé, mais ambazonien. Et c'est lui qui entre dans les affaires du Cameroun. Et nous perdons du temps au Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays fantastique. Vraiment, c'est un pays fantastique. Et quand je vois des compatriotes qui se donnent un spectacle,
pour expliquer que non, ça va compliquer le dialogue, ça va compliquer ceci, comme si le Cameroun doit discuter de son territoire avec un ambassadeur. Docteur Emmanuel Sonkin, simple question, nous n'allons pas commenter la décision de justice, bien évidemment, et la question de savoir est-ce qu'on peut attaquer cette décision. Y a-t-il une possibilité de recours? J'avoue que je ne suis pas expert en droit, mais moi je me projette un peu plus loin. La paix coûte extrêmement cher, et la paix, nous devons chercher à l'avoir à tous les prix. Moi, j'aurais penché pour une autre approche. Parce que lorsqu'on a arrêté ce monsieur, on nous a fait comprendre qu'il était, bref, qu'il est le président des Amazoniens. Et on avait l'impression à cette époque que son arrestation devait fragiliser les forces sur le terrain. Bien au contraire, avec le temps, on a assisté à une escalade de la violence. Et aujourd'hui, on est à des déplacés un peu partout dans le pays. Ceux qui nous dirigent ont des méthodes pour avoir la bonne information. Ils connaissent même des choses que nous ne pouvons même pas imaginer qui se font ou qui se sont faites. Mais avec la simple analyse que moi je peux faire de la situation, on aurait gagné si on était allé sur une démarche un peu plus tolérante. Est-ce pour dire que je soutiens qu'un étranger vienne nous prendre notre pays? Non. Mais je regarde plutôt toutes ces centaines de milliers de Camerounais qui sont déplacés, tous nos compatriotes des régions anglophones qui sont en train de venir de façon très massive à Douala. Ils dorment un peu partout. Dans notre famille, c'est une parenthèse, nous avons une maison abandonnée. On a carrément commencé à venir dormir à l'intérieur. Donc vous voyez, tout ce que ça crée, est-ce qu'on peut ne pas essayer un peu de sortir de cette haine pour pouvoir revenir à de meilleurs sentiments et de trouver je ne sais pas si c'est vrai, quand je me baladais sur Facebook, il optait déjà pour un retour des populations anglophones à l'école et pour un retour des populations en exil sur les différentes terres. Donc moi je pense qu'on aurait dû procéder autrement. À la question de savoir maintenant, est-ce qu'il faudrait attaquer cette décision? Bien évidemment, pourquoi pas, si cela peut être possible. Emmanuel Kounié, sur la question du back to school, je crois que le docteur Emmanuel Sonkin en parlait largement. Il faut dire que cette décision intervient pratiquement quelques jours après cette rentrée scolaire. Vous craignez une radicalisation? Non, mais on ne craint pas, la radicalisation est là. Même ceux qui ont pris la décision l'ont pris pour compliquer la situation. Il faut qu'on se parle franchement. Les gens nous disent qu'Ayoub Tabé est un étranger. Mais tous ceux qui nous gouvernent là ont des nationalités étrangères. Tous. Oui, ils ne reconnaissent pas, mais nous, on sait qu'ils ont des nationalités étrangères. Ouais, à un moment donné, ils vont faire prévaloir ça. Ayoub Tabé a travaillé à la Sonel pendant plus de 15 ans. Je connais quelqu'un qui a travaillé avec Ayoub Tabé, qui s'appelle Fouman, un camarade de classe. Ayoub Tabé a été recruté comme ingénieur informaticien sur la base d'une recommandation de la présidente de la République. Et il a travaillé là-bas. Il était même l'un des plus grands supporters des Lions Indomptables, cher monsieur. Et ça, je peux vous amener quelqu'un qui vous dit comment ça se passait. Quand les Mboma et les autres jouaient, il était celui qui organisait des clubs pour suivre et qui l'achetait à boire. Ayoub Tabé a été licencié abusivement en Gaoundéré. Et il est rentré, il a continué à tourner un peu au Cameroun, il est rentré au Nigeria dans une radicalisation au moment où les problèmes sont arrivés. Si les gars du consortium avaient été écoutés, et comme c'était des modérés, et si on avait choisi de travailler avec eux, Ayoub Tabé ne se serait jamais retrouvé au devant de la scène. On les a enlevés de la scène. C'est en train de justifier le comportement d'un sécessionniste. Non, mais écoutez, d'un sécessionniste, pourquoi est-ce que vous appelez sécessionniste? Ayoub Tabé, il y a des gens qui sont sécessionnistes pour la simple, ils demandent la sécession parce qu'ils demandent le plus pour avoir le moins. Nous avons fait une réunification en 61. Cet argument est acceptable. Oui, mais comme vous le vouliez ou pas, les faits sont là. Aujourd'hui, on a condamné Ayoub Tabé. Mais je voudrais vous dire qu'avant la condamnation d'Ayoub Tabé, le fier marshal, un des généraux ambazoniens, qui était au Nigeria, qu'on a donné mort, est venu dans le Ndian. Il a fait un discours pour dire aux gens qu'il n'y aura pas rentrée scolaire. Qu'il n'y aura pas rentrée scolaire et que lui, il demande à la jeunesse nigérienne, à la jeunesse de la région du Ndian, de le retrouver en bourse. Et que ceux qui ne viendront pas
il va le tirer dans les pattes parce qu'ils seront considérés comme des traîtres, étant entendu que l'adversaire, l'ennemi, s'agissant du Cameroun, aussi considère les déserteurs comme des traîtres. Et il a fait tout un discours, il a dit des tas de choses. Ça a inquiété la population. Et dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y a un évêque qui vient d'être kidnappé à Kumbo. Et ils l'ont amené. Ils l'ont amené et eux, ils ne disent pas qu'ils ont kidnappé, ils disent qu'ils ont, c'est une arrestation et qu'ils l'ont mis en garde à vue. Tout comme on est allé kidnapper à Ibtabe au Nigeria et on a dit qu'on l'a arrêté et on l'a mis en garde à vue. Donc, nous sommes dans une situation compliquée, il ne faut pas que les gens jouent. Le problème est politique, il n'est pas judiciaire. Et qu'on ne nous complique pas la vie avec des décisions de justice parce que ça complique l'existence. Vous avez vu, soyons francs, à Kumba, depuis 2 jours, vous voyez à la routière, des matelas, des lits, des machins, tout le monde est en train de partir. À Bamenda, c'est la même chose parce que les gens redoutent ce qui va se passer. Donc, moi je dis que le gouvernement, le chef de l'État, doit s'impliquer dans cette affaire. Il ne peut pas laisser la justice et les fonctionnaires et les minates et les machins gérer cette situation. Elle est trop compliquée pour que le chef lui-même n'agisse pas, qu'il ne s'exprime même pas. Il faut qu'il dise un mot dans cette affaire. Parce que tant qu'il n'intervient pas, nous allons avoir des sons de cloche qui vont tous les sens. Donc, pour vous dire, la condamnation d'Ayub Tabé, pour ma part, aggrave la situation. Et je me demande si on n'aurait pas dû, ne serait-ce que différer ce procès, pour que nous, on force la rentrée scolaire avant de voir comment on peut le faire. Parce que, et puis, de quelle rentrée scolaire parle-t-on? 3000 morts. Soit 600 000 déplacés, 250 villages brûlés avec les écoles. Ils vont faire l'école sous l'arbre. Mais avant de parler de rentrée scolaire, il faut voir, on parle de quelle école dans cette région. Quand vous avez 250 villages brûlés, est-ce qu'on brûle les villages, on laisse les écoles? Les militaires même qui sont partout dans le nord, ouest, sud-ouest, s'installent dans les écoles. C'est leur base. Vous voulez qu'ils restent où? Et puis, ils vont faire comment? L'école va rentrer, les militaires vont quitter dans la journée, les enfants viennent faire l'école, ils reviennent le soir. C'est quelle histoire? Qu'est-ce qu'on veut créer là? Il faut mettre fin à cette affaire et le chef de l'État doit prendre la parole pour pouvoir donner une orientation afin qu'on puisse sortir du tunnel de cette affaire. Très bien. C'est assez compliqué. Alphonse Sopor, solution, on en parle encore peut-être ce dimanche, à la lumière de cette décision de justice. Mais dans l'urgence, le Cameroun voudrait que les activités redémarrent. Je me souviens que cette semaine, le cardinal a donné un point de presse avec le coordonnateur du mouvement progressiste, Jean-Jacques Ekindi, où il souhaitait que les armes se taisent et qu'un retour à l'école soit effectif dans les localités où il y a encore des structures capables d'accueillir ces élèves. Est-ce qu'on peut tendre vers cela au regard de cette récente actualité? Vous voyez comment le Cameroun est un pays démocratique. Quelqu'un qui est un tueur, que tout le monde connaît, Fied Marshall, il vient réunir le village et parle au vu et au su de tout le monde. Et on en fait la publicité dans les médias. Vous voyez, c'est vraiment... Et il s'en va. Personne ne l'inquiète. Mais seulement nous sommes contents, nous applaudissons. Fied Marshall lui-même était ici. Il a dit que l'école ne reprendra pas. Vous voulez qu'on aille où? Vous voulez qu'on discute de quoi, mon cher? Vous voulez qu'on discute de quoi? Vous voyez, c'est vraiment un pays démocratique. Un tueur vient chez vous, il vous parle, il dit qu'il n'y aura pas d'école. Et que tout le monde le suive dans sa forêt là-bas. Et que celui qui ne le suivra pas se verra puni. Mais attendez, vous voulez donc qu'on parle de quoi? On l'a laissé partir, hein. Il est parti et on en fait la publicité dans les médias. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Que les enfants n'aillent pas à l'école, ça profite à qui? Ça profite à qui? À ces parents qui soutiennent les Ambazoniens? Ça profite à qui? À nous qui sommes installés ici et qui envoyons nos enfants dans les écoles. Ça nous profite à nous. Mais je vois que le plus souvent, ça vient des anglophones. Maintenant, que Jacques Ekindi et le cardinal Toumi se lèvent pour dire il faut que les armes se taisent. Mais ils donnent une injonction à qui? À une armée régulière? Ils donnent l'injonction à qui? Il faut que les armes se taisent. En disant les armes du gouvernement et les armes des Ambazoniens. Comprenons-nous, cette injonction-là, c'est pour qui? Le président de la République a demandé de déposer les armes. Vous savez, nous les UPCistes, nous avons tellement souffert pour ce pays que... Et nous avons toujours dit, nous voulons un grand pays.
et indivisible. Que chaque fois que nous avons quelqu'un qui vient nous parler, ne serait-ce que de la division d'une petite parcelle, nous avons des cheveux hérissés. Et nous ne pouvons pas comprendre que les gens viennent dans les médias dire que les amours se taisent parce que l'école doit reprendre. Mais qui doit faire taire les âmes? Les Amazoniens? Qui gouverne? Les Amazoniens, le gouvernement, dont les Amazoniens et le gouvernement, les deux parties, comme vous semblez donc me le dire ici, les deux parties doivent déposer les armes. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Ceux qui se renseignent, eux qui se promènent tous les jours. Voilà l'Espagne. Voilà l'Espagne. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'est pas rentré en Espagne. Jusqu'aujourd'hui. Et l'Espagne a même demandé qu'on l'extrade. L'Espagne a demandé son extradition. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas rentré en Espagne. Vous avez la France. Les Corses, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas recouvré la liberté. Soi-disant, la Corse est française. Voilà la Corse. Voilà le Sénégal. Nous étions encore tout petits quand le problème sénégalais s'était présenté. Il était là, à la Casamance, ce problème-là. Et jusqu'aujourd'hui. Mais au Cameroun, c'est tout le monde qui se lève pour dire gouvernement amazonien, déposer les armes et dialoguer. On dialogue avec qui? Avec celui qui veut vous dire qu'il n'est pas de votre pays, que vous venez pour que vous voyez donc comment vous repartir le gâteau national. Et qui doit venir? Le gouvernement. Moi, je dis toujours aux gens, lorsque j'ai pris mon bulletin, je l'ai mis dans l'une pour dire le président Biya. Je l'ai mis dans l'une parce que je disais, le président Biya dirige le Cameroun. Et le Cameroun, un, et indivisible. Donc toutes ces personnes qui sortent là pour dire, oui, nous devons faire ceci, dialoguer avec les sécessionnistes, dialoguer avec ceux qui ont des armes, et qui viennent même jusque chez vous, ils entrent, ils vous menacent, et ils ressortent. Et tout le monde applaudit. Je crois qu'il faudrait que nous, Camerounais, nous repensions un peu Cameroun. Parce que lorsque nous critiquons, nous avons, dans le premier sujet, nous avons vu que nos entreprises ne sont pas performantes, parce que nous pensons Cameroun. Donc, continuez à penser Cameroun lorsque nous voyons l'éducation de nos enfants. Parce que moi, je suis adorable, mes enfants vont à l'école. Les déplacés dont vous parlez, ils sont en Konsamba, Mbanga, tout ça. Mais leurs enfants vont à l'école. Ceux qui ont encore les moyens. Non, leurs enfants vont à l'école. Ils habitent où? Ceux qui sont ici à Douala. C'est même une discussion. Leurs enfants vont à l'école. Ils ne vont pas. Pourquoi ne voulez-vous pas que celui qui reste là-bas, à Boya, que son enfant aille à l'école? Pourquoi ne le voulez-vous pas? Lui, il a choisi donc de rester. Il ne s'est pas déplacé. Vous vous déplacez. Et vous qui êtes riches là-bas, les riches qui sont là-bas, ils envoient leurs enfants soit à l'étranger, soit dans la partie, soi-disant francophone du pays. Les enfants vont à l'école. Sinon, le GIC n'aurait pas de résultats. À moins que vous ne me disiez qu'on a fabriqué ces résultats. Donc, il faudrait qu'on se comprenne. Docteur Emmanuel Sonker, je voudrais qu'on avance sur ce sujet pour préciser que vous parliez de tolérance. Dans ce registre-là, seul le chef de l'État qui a le pouvoir de gracier les prisonniers peut donc véritablement agir. Mais je voudrais quand même qu'on s'arrête parce que nous avons également un devoir de pédagogie. Tout à l'heure, l'honorable Alphonse Sopon insistait sur le fait que c'est quand même assez drôle de se retrouver dans un pays comme le Cameroun où des gens semblent légitimer l'action de mouvements séparatistes. Oui, il n'y a pas que ça de drôle au Cameroun. Il y a aussi le fait que l'opposition vote un parti avec lequel ils sont en concurrence pour qu'il reste et se maintienne au pouvoir. C'est aussi drôle. Il y a plein de choses drôles au Cameroun. Ce n'est pas... C'est ça la coalition. Ce n'est pas la première chose drôle au Cameroun. La politique, c'est permis. Moi, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai lue sur Facebook. Si on t'explique au Cameroun, tu comprends. C'est que vraiment... Tu n'es pas normal. Donc, tout ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire... le président Biya s'est toujours présenté comme étant un mendiant de la paix. Et le discours que le RDPC a longtemps érigé était celui de la paix. Maintenant, les faits sont là. L'histoire les donne le mérite d'entrer dans l'éternité comme étant celui-là qui a pu, malgré toutes les divergences,
ramener les uns et les autres à la paix. Et vous savez, je veux dire quelque chose. Est-ce qu'il est possible de sécuriser toutes ces écoles? Vous allez amener les soldats les premiers jours, ils vont garder à la rentrée. Après 2 mois, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, le verre est déjà, la paume, le verre est déjà dans la paume. Il faut l'extirper. Je reconnais que le gouvernement a mis sur pied un certain nombre de mesures. Le gouvernement n'est pas allé de même ordre. Il a essayé de discuter. Mais il faudrait qu'on aille plus loin encore si nous sommes effectivement des mendiants de la paix. Est-ce que c'est normal que ces jeunes filles-là, lorsqu'elles traversent le pont du Vouri, se prostituent pour 500 francs? Parce qu'elles n'ont pas où dormir, elles n'ont pas de quoi manger. Est-ce normal? Ce sont des Camerounais comme vous et moi. Ils méritent un minimum. Et le minimum qu'on les a donné jusqu'à aujourd'hui, c'était la paix. Au travers des différentes libertés qui nous sont accordées dans ce pays. Donc, il est très important que les uns et les autres, je suis d'accord avec l'honorable, on ne peut pas demander à une armée républicaine de baisser les bras devant des terroristes. Je suis d'accord, il n'y a même pas un débat à ce propos. C'est une armée républicaine et elle est en train de faire ce pourquoi elle a été formée. Mais comme la situation s'enlise, est-ce que les armes sont la solution? Et je partage l'avis de mon compagnon qui dit qu'on ne sait pas d'entrer dans les interprétations judiciaires et les batailles judiciaires, que le président prenne position, que le président, à la limite, pourquoi pas se déplacer? C'est vrai que ça pose un problème sécuritaire, mais que ce mendiant de la paix le prouve et le démontre à suffisance, comme il a toujours si bien fait. Emmanuel Pougnier, tolérance. Peut-être que ce mot peut sauver la situation dans ces régions, au-delà des discours tendancieux. Oui, mais je voudrais vous dire quelque chose. Il faudrait que, quand on tient un raisonnement, qu'on regarde aussi les faits. Quand nous parlons, le raisonnement est factuel. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans les élucubrations avec des idées et tout ça. Quand on dit on ne peut pas tolérer la sécession, personne ne veut la sécession. Mais nous constatons que dans l'histoire, il y a eu des sécessions. La Yougoslavie a éclaté. La Tchécoslovaquie a éclaté. L'Érythrée. Le bloc URSS. Le Soudan a éclaté. Pardon, le Soudan a éclaté. L'Érythrée est partie. Donc, quand on dit que c'est impossible, attention. Nous devons lutter pour que ça n'arrive pas. Mais il faut faire attention, ça peut arriver. Ceux qui pensent que la sécession est impossible doivent savoir que c'est nous qui devons travailler pour que cela n'arrive pas. Mais nous ne pouvons pas nous gargariser du fait qu'on ne peut pas admettre, personne n'admet ça, pour croire que nous avons fini de résoudre, nous avons donc résolu le problème. Donc il faut faire attention. Et s'agissant de la tolérance, ouais. Quand il y a 3000 morts, quand il y a 40 000 déplacés, ça pose un problème. C'est une fracture. C'est une fracture. Et les gens, les sécessionnistes, sont en train d'insister pour que ça soit davantage une fracture lourde. Et c'est justement pour cela que le cardinal Toumi et Jean-Jacques Kindi demandent qu'on fasse tout pour que les armes se taisent des deux côtés. D'ailleurs, au SDF, nous avons dit, avant que Jean-Jacques Kindi et le cardinal ne prennent la parole, nous avons dit au cours du dernier NEC que s'est tenu à Douala, qu'il faudrait créer, que les deux parties s'entendent pour créer des couloirs de sécurité pour que les enfants puissent aller à l'école. Qu'on nous assure de tous les côtés que les enfants ne sont... Parce que personne, le droit à l'école est un droit fondamental, mais le droit à la vie est un droit vital. On ne peut pas mettre les deux sur la balance. Aucun parent ne saurait envoyer son enfant à l'école tout en sachant qu'il y a un risque de 1% qui puisse permettre à ce que l'enfant ne lui revienne pas. Donc pour chuter, il faudrait que les gens cessent de dire l'État, l'État, l'État. Et puis, quand le ministre va là-bas, il met des gilets pare-balles. Le gouverneur se prend avec les gilets pare-balles. Vous voulez donner un gilet pare-balles à chaque enfant, il faut arrêter de faire des élucubrations de cette nature. C'est une affaire pratiquement impossible. Il faut que les chefs, des gens qui nous gouvernent, qui disent qu'ils assurent la sécurité des hommes et des biens, assurent d'abord, nous démontrent que leur propre sécurité est assurée et que les gens fassent confiance. Donc, c'est une situation qui demande par tous les moyens qu'on négocie et puis qu'on ne dise pas qu'il n'existe pas. Il y a belligérance. Il y a deux camps qui tirent. Donc on ne peut pas dire que l'autre camp n'existe pas. Ce camp-là existe. Fatalement, il faudrait qu'on en parle. Je voudrais évacuer quelques SMS pour que nous prenions la dernière dorsale de cette émission. Pour ma part, on ne négocie pas avec des personnes qui menacent notre pays. Le tribunal a bien tranché, il ne faudrait pas que ça s'arrête. Alors, il ne faudrait pas que ça s'arrête. Il faut continuer à traquer et à mettre aux arrêts tous les autres de cette armée. C'est Macaque Ndiop Michel de Garoua qui nous a écrit ce message.
Salut, on doit voir le rendement des chefs d'entreprise. Merci. Qui va remplacer les 3000 morts? Si seulement. Écoutez votre message difficile à dénicher. Bonjour sur le plateau. La condamnation d'Ayouk est très compliquée vu sa déclaration qui n'est pas camerounais pour qu'il mérite la mort comme un étranger se permet le droit de s'aimer la guerre dans un pays qui n'est pas le sien. Les anglophones aiment aussi. Non, écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez dire par la suite parce que votre message est d'une confusion déconcertante. Tous les bavardages sur l'Ambazonie n'est que diversion. Le Southern Cameroun, qui a son indépendance le 1er octobre 1961, est un pays qui a été annexé par la République du Cameroun et qui a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Donc si Ayouk doit être jugé, c'est par le Southern Cameroun dont il a modifié le nom sans référendum. Pour le reste, chers amis francophones, Ayouk n'a jamais violé le territoire de la République du Cameroun indépendant de le 1er janvier 1960. Pour mémoire de fait, le fait que nous acceptions d'être réfugiés en République du Cameroun ne fait pas dire que nous avons accepté. Alors, qui a signé ce message? C'est Moïse Kadimbo, qui est visiblement proche de ce mouvement-là. Je pense que le président de la République doit prendre la parole et donner des résolutions strictes ou même tweeter comme d'habitude. La condamnation d'Ayouk n'était pas une urgence pour le pays. J'aimerais bien savoir ce que propose l'UPC. Trop de parler sans proposition concrète, c'est nul. Il parle de l'Espagne, mais il n'a pas parlé de la Colombie. C'est James de Douala qui nous a écrit ce message. Bonjour, le grand du SDF ne dit rien de bien qui... Alors, je n'ai pas fini de lire ce message, que j'ai été pratiquement interrompu. Je vais en évacuer quelques-uns. Le retour à l'école est conditionné par le dialogue. Autre message, bonjour le panel, belle émission, s'il vous plaît, j'aimerais que M. Kounié, excusez-moi, si j'accroche son nom, le modérateur puisse nous donner le nom d'un ambazonien avec son enfant qui ne fréquente pas. Merci, allez de l'avant. C'est Jires depuis Bangwa qui nous a écrit ce message. Bonjour, bonjour à tout le plateau. Commencez par examiner les structures propres, leur utilité publique et privée. Ont-ils déjà rendu service aux Camerounais, même à leur propre famille? Je crois que c'est en rapport avec la première thématique. On va donc prendre la dernière dorsale de cette émission ce dimanche pour évoquer cette fois-ci la question de ce recadrage. Rappel à l'ordre pour certains médias cette semaine, qualifiant la correspondance qui a été adressée au directeur général Georges Dipendi Kouotou au sujet du redéploiement au sein de la compagnie nationale aérienne du Cameroun. Le président du conseil d'administration, Jean-Ernest Massémangalibibé, s'est donc opposé à cet acte de nomination, invitant son collaborateur à procéder dans les brefs délais à l'annulation des décisions qui ont été prises par ce dernier et qui semblent aller à l'encontre des résolutions du conseil d'administration de cette compagnie. Alors, Alphonse s'oppose sur cette question. Il y avait urgence à ce rappel à l'ordre au sein de la Camerco. Oui, je crois qu'il y avait urgence. Il y avait urgence. Mais vous savez, comme tel que je vous l'ai dit, moi je l'avais prévu. Hein. J'avais dit cette loi-là. C'est pas parce qu'on a enlevé Dikoum que le calme va revenir à la Camer. La loi-là, c'est elle qui crée des problèmes. Mais il y avait urgence. Parce que le directeur général ne peut pas procéder à des nominations sans l'aval du conseil d'administration. Donc lorsque vous lui laissez les mains libres, il procède comme ça aujourd'hui, mais demain vous serez malvenu pour lui dire, mais attendez, mais pourquoi faites-vous ceci aujourd'hui? Il va vous rappeler que, mais, monsieur, j'avais déjà nommé des cadres, ça ne vous a pas dérangé. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça vous dérange. Non, nous sommes dans un pays où on dirait que tous ceux soi-disant qui ont été bien formés
lorsqu'on leur donne un poste de responsabilité, ils deviennent fous. C'est ce que nous ne comprenons pas. Vraiment, parce que si vous regardez les CV de tous ceux qu'on met à la tête de nos entreprises, mais vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Mais lorsque maintenant vous les voyez agir, vous vous posez des questions. Une personne bien formée, comment ne peut-il pas comprendre que je n'ai pas le droit de faire ceci? Je peux plutôt faire B. Mais il va faire ce qui lui est interdit par le droit. Il va le faire. En attendant, en se disant, bon, j'ai été nommé, advienne que pourra. On arrive donc à des, si vous voulez, à des banalités telles que le président du conseil d'administration va rester dans son coin et il regarde faire le directeur général. Or, lui, le président du conseil d'administration, il a été nommé, il a un bilan aussi à présenter. Il n'y a pas que le directeur général qui a un bilan à présenter. Et c'est pour ça que cette loi-là, il faut la changer. Parce qu'un directeur général, dans un cadre normal, c'est lui qui gère l'entreprise. On lui a fixé un canevas. Il respecte ce canevas, mais c'est lui qui gère l'entreprise. C'est lui qui sait que telle personne qui travaille avec moi est compétente pour occuper telle autre fonction. Mais la loi, telle que cette loi est faite, le lui interdit. Et lui, il sait. Donc vous comprenez, nous avons parlé de performance. Nous nous retrouvons donc avec quelque chose qui refuse la performance. Qui vous dit non. Vous n'êtes qu'un suiviste. Vous écouterez tout ce que le président du conseil d'administration va vous dicter. Et je me souviens, il y a un ministre même qui l'avait rappelé, toujours parlant de la Camer, pour dire que le président du conseil d'administration est le suprême. On l'a rappelé lorsqu'on avait enlevé Mboto Edimo. Peut-être les gens l'ont oublié. Le ministre de l'époque le lui a rappelé pour dire que c'est le président du conseil d'administration qui commande. On a nommé Sandiong à la place. Vous vous en souvenez? Donc, si vous ne faites pas ce que le président du conseil d'administration vous dit, or lui-même n'a pas le droit de faire ce qu'il fait là. Il n'a pas le droit. Parce que la loi, cette loi-là, l'oppose plutôt à l'autre, crée plutôt des oppositions et non un organe de gestion cohérent. Emmanuel Koudi, sur cette question, je voudrais peut-être réagir. Je rappelle que Jean-Ernest Massimanga Libibi est quand même d'abord un gestionnaire qui a fait ses classes dans le secteur privé et qui connaît effectivement le fonctionnement des conseils d'administration. On a le sentiment, en parcourant très clairement sa lettre de recadrage, qu'elle fait suite aux résolutions qui avaient été prises lors de la 48e session du conseil d'administration, où il avait été demandé au nouveau top management de procéder presto illico, d'abord de faire le point de la Camerco pour ce qui est de sa dette, de revenir sur l'exécution du budget de la Camerco, et un point total sur l'audit interne complet devait être fait avant justement tout déploiement. Est-ce qu'on peut également considérer que ce recadrage entre en phase avec ces décisions du conseil d'administration? Peut-être, mais ce qui est vrai, c'est que le ministre Bibéhen, lui, il est dans la paperasse. Il est dans la paperasse, il voit ce qui a été dit et il prend les mesures en tenant compte de ce qui a été dit. Mais le directeur général est au feu de l'action. C'est un jeune, je crois que c'est un jeune sorti de l'ENAM, je crois, quelque chose comme ça. Déjà, ces gens-là ne doivent pas être là. Ils n'ont aucune raison d'être là. Parce qu'on n'administre pas une société, ce sont des administrateurs, ils n'ont rien à faire là-bas. On commence. Un administrateur, je vous ai dit, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui anticipe, ce n'est pas quelqu'un qui a appris à administrer. Administrer veut dire tout simplement que quand vous arrivez dans un village, vous êtes sous-préfet, quand il y a un conflit, vous ne devez, contre A, contre B, le A ne doit pas avoir raison, le B ne doit pas avoir raison. Si vous restez et vous gardez le conflit, et vous gardez la paix, et vous repartez sans trancher ce conflit, vous êtes un bon administrateur. C'est-à-dire que c'est la spécialité du statu quo. On ne donne pas une entreprise à ce genre de personnes parce que ce qu'ils font là, c'est le conspiratisme. Je ne suis pas responsable, comme l'honorable Sopo vient de dire, on ne sait pas qui fait quoi, etc. Et puis il y a trop de monde là-dessus. Il y a le ministre des Transports, il y a le PCA, il y a le secrétaire général de la présidence, tous ont un pouvoir là-dessus. Il y a le ministre des Finances. Et le ministre des Finances, justement, ça fait 4 personnes. Et tous ces gens qui sont là, le directeur général sait comment il est arrivé là-bas.
Le PCA ne sait pas comment il est arrivé. Le PCA lui-même sait comment il est arrivé là-bas. Ça veut dire que chacun a quelqu'un à qui il rencontre quelque part. Et justement, peut-être que le réseau du directeur général lui a demandé qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es en train de rien faire. Il a dit, je fais un redéploiement du personnel pour pouvoir me mettre en action. Sans avoir fait l'audit qui avait été arrêté. L'audit, Moi, je questionne simplement. Les affaires d'audit au Cameroun, il faut comprendre que c'est du. C'est-à-dire que c'est le. Comment dirais-je? C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est un rideau de fumée pour nous embêter. On a vu au ministère des Finances quand M. Motazi est arrivé. Quand on lui a dit de payer les 560 millions des entreprises privées, il a dit qu'il fait l'audit. Il a fait 3 mois à faire l'audit. Et après l'audit, il a dit que les entreprises mortes, les entreprises agonissantes, les entreprises ceci. Il a sorti 13 milliards et il n'a plus rien dit. Donc écoutez, ce monsieur qui arrive là-bas, c'est sûr que quelqu'un est derrière en train de lui dire une entreprise est faite pour gagner de l'argent, pour travailler, pour avancer. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et puis, quand il arrive, donc, il s'assoit. Il y a des gens qui sont à leur poste, chacun sait qui l'a mis là, il ne contrôle rien, il reste là. S'il appelle même quelqu'un, la personne ne vient pas, etc. Il pense qu'il est directeur général, il doit pouvoir, n'est-ce pas, au moins se sentir chef. Et il pose cette taxe. Ce que le ministre fait là, pour le recadrer, comme vous l'avez dit, ou bien pour le rappeler à l'ordre, comme on peut utiliser le terme qu'on veut, tout ça, c'est embêtant, parce que ça ne va produire aucun résultat. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans l'avant-dernière thématique, qu'au Nigeria, on a créé 50 milliardaires. Même dans la société de l'aviation, on a désigné des gens qui ont créé des sociétés d'aviation civile et qui font le trafic aérien et qui gagnent de l'argent pour pouvoir permettre à la société nationale de savoir qu'il y a une concurrence en face. Elle n'existe pas. Oui, je dis qu'il y a des sociétés. Oui, enfin, disons qu'elle n'existe pas. Nationale. Ouais, elle n'existe même pas. Et pour vous faire comprendre que vous devez gagner de l'argent même si vous êtes dans l'aviation. Donc, notre Camer, à l'heure actuelle, avec toute la paperasse que les gens ont fait, avec des recommandations, il faut faire l'audit, il faut faire cela. Mais alors, ça dure combien de temps? Le monsieur est là depuis combien de temps? Quand il fait 1 mois, 2 mois à ne rien faire, le planton même n'écoute pas, parce qu'il a trouvé. Il fait comment? Vous le placez là-bas et vous allez attendre l'audit. Mais si c'est quelqu'un qui veut quand même travailler, il ne peut pas supporter. Et quand le PCA envoie sa lettre, qu'est-ce qui coûte au PCA? Pourquoi le PCA ne peut pas parler avec son directeur général? C'est quel pays ça? Il fait une lettre, la lettre se retrouve dans les réseaux sociaux. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a cacophonie là-bas. Ça va ensemble. Dans bientôt, on va le débarquer. Puisque je crois qu'on est au 8e, hein, ou au 9e, je ne sais pas à combien de directeurs généraux. Mais on ne peut pas gérer un pays comme ça. Ces gens sont essoufflés, ils doivent nous libérer le plancher. Docteur Emmanuel Sonke, moi je questionne simplement l'attitude. Tout à l'heure, vous insistiez sur le dit. C'était l'une des prescriptions du conseil d'administration. Rappelons que dans les entités, c'est quand même l'organe de décision. C'est là-bas qu'on prend toutes les grandes décisions. Et généralement, le directeur général doit simplement implémenter les orientations qui ont été prises. L'une des résolutions qu'a tenu à rappeler M. Ngalibiwe, c'était que le directeur général devait quand même produire l'état de l'entreprise avant d'engager tout déploiement. Est-ce que cela ne relève simplement pas d'un management de base? Effectivement, c'est ce que nous décrions depuis. Nous avons un sérieux problème de management dans ce pays. Parce qu'en réalité, l'audit, pourquoi on ne fait pas l'audit avant d'installer le nouveau? Pourquoi on ne le fait pas? On se précipite juste pour débarquer l'ancien et après on dit non, non, attends. Et entre-temps, c'est une entreprise qui a un personnel, il faudrait qu'elle tourne, il faudrait que l'entreprise vive. On fait comment? Deuxièmement, le problème de l'audit se pose encore au niveau de la célérité avec laquelle l'audit est fait. Si on avait dit à ce directeur général, ok, donnez-nous 2 mois, vous faites l'audit, après quoi, vous pouvez commencer à travailler. Mais on lui dit tout simplement qu'on va faire l'audit. L'audit peut faire en 2 ans, 3 ans. Et n'oubliez pas qu'un bon manager, c'est d'abord l'équipe tout autour de lui. C'est d'abord l'équipe qui est tout autour de lui. Vous vous entourez mal, vous avez de fortes chances de ne pas atteindre les objectifs qui vous sont donnés. Donc, quand on analyse cette situation froidement, on se rend compte, d'un autre côté, nous avons un directeur général qui veut bien s'exprimer, qui veut bien faire ses preuves, mais qui est bloqué par des lois qui l'imposent de faire un audit dont le temps et les délais ne sont pas clairs. En ce moment, comment il compte se déployer? Moi, je pousse même un peu ma réflexion plus loin avec amusement. Qu'est-ce qui ne va même pas à la Camer? Tous les jours, avec la société d'aviation camerounaise, tous les jours nous sommes à la télé, tous les jours nous sommes sur les plateaux. Est-ce la seule société d'État?
tellement de milliards ont été injectés dans cette entreprise. Je ne suis même pas sûr que nous avons pu récupérer même 20% de tout l'argent que nous y mettons. 20%. Avec un magique. De tout l'argent que nous y mettons. Si cette entreprise ne nous rapporte pas grand-chose, ça ne sert à rien de brandir l'étendard de la fierté. Il faudrait qu'on la ferme. Et tous ces milliards qu'on a apparemment à dépenser, on a des secteurs qui peuvent être très porteurs. On peut les investir à nouveau. J'évacue quelques SMS et je présume qu'on va sortir de cette émission ce dimanche. Bonjour, c'est avec plaisir que je suis votre émission, sauf qu'on ne peut pas nommer un DG à la tête d'une entreprise avec des caisses vides. Même nous-mêmes, avec les voyages à crédit non payés, ce message n'a pas été signé. We can peace even American is on the table now with the Taliban. C'est Yachoul de Bamenda qui nous a écrit ce message. Je présume que c'est en rapport avec une des thématiques qui a été évoquée. Camerco, un démembrement de la mauvaise gouvernance générale, les compagnies stratégiques d'un pays se gèrent à l'allure de l'efficacité globale du pays. Changer les gens tous les jours ne changera rien. C'est ce message qui nous a été livré par notre téléspectateur. Le directeur général doit, avant de prendre des décisions, consulter le président du conseil d'administration afin d'éviter des conflits. C'est Michel de Garoua qui nous a écrit ce message. C'est d'ailleurs à travers cette réaction, en rapport avec effectivement ce rappel à l'ordre, que nous allons terminer cette émission de Politiquement Incorrect ce dimanche. Non sans remercier ceux qui ont bien accepté d'être avec nous pour discuter de ces trois thématiques. L'honorable Alphonse Sopo qui était là pour l'Union des populations du Cameroun, merci et très bon dimanche à vous. Merci à Emmanuel Kounié qui était là pour le Social Démocratique Front, il est expert financier, et le docteur Emmanuel Sanka est chercheur en sciences politiques à l'Université de Douala. Merci de nous avoir rejoints ce dimanche. Toutes nos excuses pour l'absence remarquée des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, indépendamment et bien évidemment de notre volonté. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain.